un homme puissant, victorieux dans de nombreuses batailles, s'élève pour devenir un roi redoutable. Pourtant, il se réincarne dans une autre vie, portant les souvenirs de son existence passée, désormais piégé dans le corps d'un enfant sans défense. Rien ne se déroule comme il le souhaite, et son corps lui semble être une prison. Dans ce nouveau monde existent des pouvoirs qui lui sont inconnus, des pouvoirs qu'il trouve absolument fascinants. Il doit maintenant devenir plus fort, aussi vite que possible. On voit du sang couler le long de la lame d'une épée, sur fond de flammes. Sous un ciel cramoisi, l'homme tenant l'épée semble avoir tué une femme qui gît sans vie sur le sol. Par la suite, ce même homme nous dit qu'il est devenu roi. Démontrant une maîtrise inégalée, il détruit facilement un adversaire, proclamant sa victoire en enfonçant son épée dans le corps de l'homme. À ce moment-là, une flotte d'avions de guerre traverse le ciel et bombarde une ville entière, provoquant des explosions sans fin suivies des cris terrifiés de la population. À chaque instant, le roi observe cette scène de guerre, sa cape flottant avec intensité sous l'impact des bombes devant lui. Selon ses propres mots, il était devenu le roi le plus puissant. Ou plutôt, en posant la main sur une vitrine contenant la couronne qu'il portait autrefois, l'homme déplore qu'en vérité, il a été un roi. Soudainement, il est projeté dans son subconscient, comme dans un océan où il plonge et coule, laissant son corps être entraîné par son propre poids. Au milieu de cela, la voix d'un enfant supplie « S'il te plaît !» et un magnifique chant verdoyant apparaît. Puis, une plume se dirige vers le guerrier, alors que l'enfant dit « Dans ta nouvelle vie, cherche la lumière. » Ainsi, l'ancien roi renaît dans le corps d'un enfant. Le père est fier que la couleur des cheveux du garçon soit la même que celle de la mère, tandis que celle-ci est heureuse de voir que les yeux du fils sont identiques à ceux du mari. L'homme accueille le petit Arthur et se présente sous le nom de Reynolds. En voyant l'attitude loufoque de l'homme, Arthur semble avoir conservé son ancienne conscience dans son nouveau corps. Confus, il tente de comprendre qui sont ces gens jusqu'à ce qu'ils se déclarent tous deux ses parents. À ce moment-là, enfermé dans sa mentalité d'adulte, Arthur réalise qu'il vient de naître. Aussi ironique que cela puisse paraître, après une vie de batailles et de victoires, il a été réduit à l'état de petit enfant sans défense. Inconsciente de tout cela, la mère tape dans le dos du garçon pour le faire tousser. Et c'est exactement ce qu'il fait. Ne comprenant toujours pas ce qui se passe, Arthur se dit qu'Alice et Ray semblent bien s'occuper de lui et qu'ils sont tous deux convaincus d'être ses parents, quelle qu'en soit la raison. Cependant, le fait d'être un bébé avec un esprit d'adulte entraîne un sentiment de peur persistant. Lorsqu'il est placé dans son berceau, il finit par attraper le doigt de son père, qui est ravi de l'annoncer à sa femme. Frustré, Arthur sait que ce n'était qu'un geste réflexe, presque instinctif, tout comme le cri qu'il s'apprête à pousser et qui a été interrompu par un mouvement intestinal, remplaçant les larmes. Décidément, ses fonctions corporelles échappent à son contrôle et rien ne se passe comme il l'a prévu, comme si son petit corps était une sorte de prison. Arthur tente de se réveiller, mais le cauchemar continue, comme si cela ne suffisait pas. Il va bientôt assister à quelque chose d'encore plus absurde. Puis, alors qu'il est porté par sa mère hors de la maison, le garçon voit son père insuffler de la magie dans ses mains et briser un rocher d'un coup de poing. Un morceau de rocher tombe sur la tête du grand garçon, puis Alice le guérit grâce à une formule magique. En observant cela, Arthur se dit qu'il existe dans ce monde des pouvoirs dont il n'a pas conscience, ce qui est vraiment fascinant. Reynolds, avec son gantelet fusionné à la magie, était capable de chasser les sangliers les plus féroces de la forêt. Lorsqu'il voit son père revenir de la chasse. Ce jour-là, le bébé pense que la connaissance est un avantage et il scrute attentivement son environnement. Par exemple, dans cette société, les individus peuvent posséder des armes, ce qui indique un certain niveau de danger autour d'eux qui oblige les gens à devenir forts le plus rapidement possible. Et Arthur lui-même ne veut pas faire exception à la règle. Alice berce le garçon pour qu'il s'endorme et il se dit que ces jours ont apporté une frustration sans fin. Mais ces moments ne sont pas si mauvais,
car, se souvenant de moments tendus dans sa vie passée, où l'opposition n'était pas toujours loyale, il ne pourrait pas dormir aussi paisiblement à n'importe quel moment. Quoi qu'il en soit, la nouvelle vie de bébé se poursuit pour le petit Arthur, qui apprend maintenant à ramper. À un moment donné, il atteint un miroir dans la chambre de ses parents et voit son reflet pour la première fois. Les parents sont ravis de chaque découverte de leur fils, tandis que l'enfant essaie encore de s'habituer à son nom, même si, pour lui, ce n'est pas grave. Au moment du coucher, Alice embrasse le petit après l'avoir couché dans son berceau. Cependant, contrairement à l'endormissement, le garnement descend du berceau comme Raiponce de la tour du château pour s'aventurer à l'extérieur. En effet, après avoir longtemps souffert de ses pulsions corporelles, il commence à mieux contrôler ses membres et ses besoins. Pendant que sa mère fait la vaisselle, il traverse furtivement la cuisine, sachant qu'il ne doit pas faire de bruit. En ouvrant une porte, il accomplit sa mission et atteint l'étagère. Après tout, comme il l'avait pensé, la connaissance est un avantage. Et maintenant, Arthur a trouvé ce qu'il cherchait, des informations sur ce monde. D'après l'un des livres qu'il a ramassés, ce continent où il est né, Diketan, abrite 3 royaumes. Darve, une nation souterraine de nains. Elenor, un pays d'elfes vivant au cœur d'une forêt. Et enfin, Sapen, où se trouve Arthur, la région contrôlée par les humains et la plus peuplée. Comme sa nation dans sa vie passée, c'est une monarchie. Mais la différence est que le trône de ce pays est hérité et non pas pris. De plus, ce monde semble encore technologiquement dépassé par rapport à son ancien monde. Et un autre livre expliquait que cet endroit était encore primitif à cause de la magie. Dans ce monde, il existe une source de pouvoir appelée mana, et la capacité à contrôler cette énergie magique est en grande partie héréditaire. Se produit chez environ 1 personne sur 100. En général, il existe 2 formes d'application du mana, l'amplification et la conjuration. Les amplificateurs utilisent le mana pour améliorer leur corps, ce qui leur confère une force, une agilité et une défense incroyables. Les conjurés, quant à eux, sont capables de projeter le mana pour le contrôler à leur guise. La clé du contrôle du mana est le noyau de mana, et le pouvoir de la magie s'éveille dès le début de la puberté et jusqu'à la fin de l'adolescence. C'est en canalisant le mana disséminé dans tout le corps uniquement dans le noyau de mana jusqu'à ce que vous puissiez le contrôler que vous devenez un mage. Arthur connaît bien le principe qui consiste à prendre conscience de son pouvoir intérieur jusqu'à ce qu'il puisse le contrôler puis le libérer. Et le centre de son kai est crucial pour y parvenir. Heureusement, les connaissances issues de la vie passée du roi défunt peuvent lui être utiles dans sa nouvelle existence. Et c'est ce qu'il tente de faire en entamant une méditation qui le conduit dans un espace vide à l'intérieur de son esprit, où une fraction de mana s'éveille et se concentre entre ses mains. Mais soudain, Alice arrive après avoir cherché le fauteur de troubles dans toute la maison. Elle lui demande affectueusement de ne pas effrayer maman de la sorte, mais son sourire s'efface lorsqu'elle remarque quelque chose d'étrange chez son fils. Arthur pense qu'elle a découvert sa capacité à utiliser le kai, mais elle s'est seulement rendu compte que le bébé avait fait caca. Face à cela, Arthur devient encore plus convaincu que son corps est une prison et qu'il doit acquérir plus de pouvoir. Le lendemain, Alice écrit dans son journal qu'Arthur est né il y a 2 ans et note à quel point il est mignon, curieux et bon. Cependant, elle s'inquiète du fait qu'il n'a jamais souri. À l'extérieur de la maison, Ray apprend à son fils à se servir d'un bâton comme s'il s'agissait d'une épée et le convainc qu'il est doué pour cela. Il appelle sa femme pour qu'elle jette un coup d'œil au mouvement de l'enfant, mais Alice n'est pas du tout contente de voir son petit garçon chéri jouer avec des choses aussi violentes. 2 ans de vie, c'est ce qu'il fallait à Arthur pour comprendre la structure du pouvoir au sein de ce couple. À moins que ce ne soient les femmes qui dominent ce monde. Plus tard, le petit garçon est emmené en ville. Selon sa mère, il est toujours excité lorsqu'il arrive à cet endroit. Pendant ce temps, Arthur absorbe beaucoup d'informations pour comprendre ce monde, alors qu'il se promène dans un quartier animé. Par exemple, en observant la variété et la qualité des armes, il peut juger du niveau d'avancement technologique de la nation. En outre, il y a plusieurs substances qui n'existaient pas là où il vivait auparavant,
et il a la chance d'observer personnellement la magie, ce qui est tout aussi surprenant et productif. Sur le chemin du retour, en fin d'après-midi, alors qu'il dort sur le dos de sa mère, le bébé pense que ce couple a répondu à tous ses besoins et que, bien que la vie soit limitée, elle n'est pas désagréable. De ce fait, il se demande si c'est ainsi que fonctionne une famille, car c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu l'occasion de ressentir. Quoi qu'il en soit, cette façon chaleureuse de sa mère n'est pas du tout mauvaise. En parlant d'affection, Alice souligne qu'elle est très heureuse quand son fils sort du lit pour lire, ou quand ses yeux brillent en visitant le marché de la ville, et qu'il tient probablement cela de Ray. Comme lui, Arthur veut peut-être un jour partir à la découverte du monde. Honnêtement, la mère préférerait voir le garçon mener une vie paisible. Lorsque l'aube se lève à nouveau, Arthur regarde son père s'entraîner et se dit qu'il a beaucoup de chance d'avoir un tel exemple à suivre. Après avoir brisé le rocher qu'il avait déjà détruit, Ray lève le pouce vers son fils et lui demande s'il est étonnant. La mère met la main sur l'épaule du garçon et lui fait remarquer que le spectacle n'était pas si important que cela, mais que les choses vont maintenant s'améliorer. Cela dit, Reynolds donne un coup de poing en l'air qui provoque de puissantes rafales de vent. De plus, en piétinant le sol, il provoque une vague de vent qui laisse son fils bouche bée. En définitive, Ray est un amplificateur, ce qui donne à Arthur encore plus envie de se salir les mains et de faire évoluer sa force. Cependant, sa mère est l'obstacle naturel à son apprentissage, étant donné que son fils n'est qu'un bébé et qu'il a besoin de faire sa sieste à ce moment-là. Arthur n'abandonne pas pour autant et tend la main vers l'étagère, montrant clairement qu'il veut s'en approcher. Alice refuse sa demande et lui répète qu'il est temps que le bébé dorme, mais il fait alors appel à son charme pour obtenir ce qu'il veut, et la stratégie fonctionne. En s'emparant d'un des livres, le garçon se sent comme un grand vainqueur. Alors qu'il commence à méditer, il se souvient qu'il a acquis diverses connaissances au cours de ses 2 années de vie, et parmi elles, la plus précieuse est de savoir comment produire une monocore, en accumulant en un seul point les innombrables fragments d'énergie magique dispersés dans tout le corps. Cette tâche a demandé beaucoup d'efforts et de dévouement, mais elle porte enfin ses fruits. D'ailleurs, en rassemblant le dernier fragment, Arthur provoque une explosion qui détruit une bonne partie de sa maison. Dehors, Ray a protégé sa femme des débris, mais il est gravement blessé au dos. Les deux se précipitent à l'intérieur pour voir comment va Arthur, et Ray atteint le soleil en premier. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Après tout, le garçon n'a que 3 ans, et il lévite au-dessus de sa propre manifestation de mana, comme s'il était un adulte. Avec un sourire narquois, Arthur estime que ses journées d'études ont enfin porté leurs fruits, ce qui est un premier pas important. Cependant, des morceaux du plafond en bois menacent de tomber sur la tête de l'enfant, et la première chose qu'il pense est qu'il ne peut pas mourir maintenant après ce qu'il vient d'accomplir. Finalement, Alice plonge pour attraper son fils, tandis que Ray utilise toute sa force mana pour repousser le bois qui était sur le point d'écraser son fils. Après avoir été sauvé, le bébé regarde sa mère avec des yeux pétillants et déclare qu'en effet, ces deux-là font tout pour le garder en sécurité, et que c'est le rôle que les parents doivent jouer pour leurs enfants. Ray demande comment va le petit garçon et Alice répond en larmes qu'il va bien, le serrant contre elle comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. En effet, pour elle, il l'est vraiment. Pendant ce temps, Arthur ne comprend pas pourquoi la femme pleure. Se souvenant d'un moment de sa vie passée, lorsqu'il avait gagné un adversaire en duel à l'adolescence et qu'il avait vu l'enfant se faire consoler par ses parents, le garçon a tout simplement du mal à comprendre, et c'est quelque chose qu'il n'apprendrait certainement pas dans n'importe quel livre de ce monde. Bientôt, le garçon lui-même se met à pleurer et serre sa mère très fort dans ses bras. Regardez ces vidéos qui apparaissent sur votre écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Quelques années passent après cela et Arthur est maintenant un jeune garçon qui commence à apprendre les techniques de combat auprès de son père, Reynolds. Lui et son père se tiennent face à face dans le jardin, où son père tente de lui remettre ses gants précieux. Mais Arthur les refuse, sachant qu'il n'a pas encore la force nécessaire pour les utiliser à son âge. À la place, il saisit une épée en bois,
et son père en fait autant. Arthur passe immédiatement à l'action, essayant d'enchaîner 3 attaques consécutives contre son père. Mais ce dernier est bien plus fort et bloque facilement chacune de ses tentatives. Arthur se rend compte que son père utilise sa magie pour renforcer le bois. Alors il décide d'en faire autant et injecte son mana dans son épée en bois. Peu après, il court à nouveau vers son père, qui est surpris de voir l'attaque d'Arthur briser son bâton en 2. Arthur sourit et affirme que son bois est meilleur que celui de son père. Mais ce dernier rétorque que l'endurance est plus importante. Quoi qu'il en soit, le père comprend alors qu'Arthur est un prodige et prend la difficile décision de parler à sa femme de l'idée d'envoyer Arthur en dehors de la ville pour suivre les enseignements d'un véritable tuteur. Sa mère, Alice, est totalement contre cette idée, car elle ne veut pas que son doux petit garçon soit arraché à elle, surtout qu'il n'a que 4 ans. Reynolds argumente qu'à seulement 4 ans, le bois d'Arthur est bien plus puissant que le sien, ce qui signifie qu'il devrait être entraîné par un guerrier accompli. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, Arthur intervient en proposant qu'ils partent tous ensemble. Même si cela semble être une idée assez stupide, les 2 parents acceptent immédiatement, probablement parce que la crise du logement n'a pas encore touché leur monde. Quelques jours plus tard, les anciens compagnons d'aventure d'Alice et Reynolds arrivent pour voyager avec eux, et Arthur se présente à chacun d'eux. L'ancien groupe de ses parents était composé d'Adin, le chef du groupe, Angela, la femme à la poitrine généreuse, l'homme au physique moyen, Hélène, l'archère, et Jasmine, la fille excentrique et pleine d'énergie, qui semble se méfier d'Arthur pour une raison inconnue. Peu de temps après, ils décident de se mettre en route, et Arthur découvre que ce monde utilise encore un mode de transport assez primitif, comparé à son ancien monde où on appelait des Air Uber pour aller partout. Un peu plus tard, il décide de s'asseoir pour manger un morceau, mais cela ne se passe pas très bien, car une meute de monstres loups surgit de la forêt, attirée par l'odeur de la nourriture. Jasmine réagit immédiatement, saisissant 2 dagues et se jetant dans la mêlée, tranchant tous les loups qui s'approchent d'elle. Pendant ce temps, Reynolds, Adam et Hélène abattent plusieurs autres loups avec leurs propres armes. D'un autre côté, Durd et Angela utilisent leur magie pour anéantir complètement les bêtes restantes. Ce soir-là, ils festoient sur la chair des monstres, et après un moment, Alice remarque que Reynolds saigne toujours du bras et décide de le soigner. Les autres membres du groupe se lèvent immédiatement et forment un cercle de protection autour d'eux, ce qui intrigue Arthur. Mais il apprend rapidement qu'Alice est une mage très spéciale, capable d'utiliser la magie de guérison, un pouvoir extrêmement rare. À cause de cette rareté, Alice est constamment en danger d'être capturée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils avaient décidé de s'installer à la campagne, pour rester hors du radar. Heureusement, la magie de guérison fonctionne sans problème, mais ensuite, Adam décide qu'il a besoin d'un peu d'exercice et demande à Arthur de s'entraîner avec lui. Arthur accepte l'entraînement, tandis qu'Adam entoure sa lance acérée d'un tissu pour l'empêcher de s'abîmer. Ils se préparent pour la séance d'entraînement et chargent leurs armes de mana, mais à la surprise d'Adam, Arthur décide de faire le premier pas en utilisant la magie pour augmenter sa vitesse, se déplaçant à la vitesse de l'éclair vers Adam, avant de disparaître puis d'apparaître derrière lui, prenant Adam par surprise. Malheureusement, Arthur finit par glisser, ce qui donne à Adam le temps de réagir, et il se retrouve bientôt engagé dans un intense va-et-vient. Tout le monde est choqué par la rapidité d'Arthur, mais au dernier moment, il est projeté dans les airs à cause de son corps léger, et Angela est obligée de le sauver avec sa magie du vent. Il atterrit doucement sur le sol. Alors que les autres membres de l'équipe commencent à réprimander Adam pour avoir dépassé les bornes face à un si petit garçon, Adam tente de se défendre, affirmant que le garçon est trop fort, mais personne ne l'écoute. Jasmine, en revanche, semble très intriguée par les compétences d'Arthur et commence à lui poser des questions sur les techniques qu'il utilise. Les quelques jours suivants passent rapidement alors qu'Arthur s'entraîne, mange, dort, puis s'entraîne encore avec presque tous les membres du groupe. Il apprend les techniques de lance avec Adam, fait des pompes avec Reynolds, tire à l'arc avec Hélène et court comme Usain Bolt avec Jasmine,
qui semble avoir beaucoup d'affection pour le petit garçon. Elle essaie de le séduire pour qu'il vienne à une petite fête en lui offrant une petite épée enduite d'huile pour bébé. Mais sa mère ne veut pas qu'Arthur se fasse avoir, alors elle l'appelle pour qu'il s'éloigne. Bientôt, ils reprennent leur voyage en chariot quand soudain, ils sont forcés de s'arrêter dans des circonstances mystérieuses. Soudain, une pluie de flèches vole vers eux, et Arthur comprend immédiatement qu'ils sont attaqués par des bandits. Durde et Adam sautent immédiatement devant les chariots, tandis qu'Angela utilise sa magie du vent pour repousser toutes les flèches qui leur sont destinées. Arthur jette un coup d'œil dehors, seulement pour découvrir qu'ils sont complètement encerclés par des bandits de tous les côtés. Le chef des bandits, laid et menaçant, ordonne à ses hommes de ne pas blesser Alice ni Arthur, car ils peuvent être vendus à un prix élevé, et de se débarrasser de tous les autres. Les bandits hurlent en signe d'accord et se jettent dans la zone de combat, où ils commencent à se faire écraser par Reynolds et son groupe. Un à un, tous les membres du groupe commencent à éliminer les bandits, et Arthur sait que, individuellement, son groupe est bien plus fort. Mais le problème commence à apparaître lorsque les bandits tentent de les submerger par le nombre. Les membres du groupe commencent à s'épuiser à cause des combats incessants, tandis que le chef des bandits affronte Reynolds en duel et le projette contre le chariot dans lequel se trouve Arthur. Le chariot est détruit, alors qu'Alice essaie rapidement d'aider Reynolds. Mais ce dernier lui dit de ne pas utiliser sa magie, car cela aggraverait encore la situation. Il se relève et dit à Arthur d'emmener sa mère dans un endroit sûr pendant qu'il s'occupe du chef des bandits. Arthur veut évidemment se battre et affirme qu'il est assez fort pour s'occuper de ces voyous, mais son père lui crie de mettre cette force au service de la protection de sa mère, car elle porte un enfant dans son ventre. Arthur se demande quand ils ont trouvé le temps de faire ça, mais décide tout de même de fuir avec Alice. Le chef des bandits tente de les poursuivre, mais Reynolds l'attaque de nouveau, l'obligeant à se défendre. Arthur continue de courir, mais son chemin est vite bloqué par plusieurs ennemis. Heureusement, les membres de son groupe sont des professionnels et ils parviennent à éliminer un à un tous les bandits sur sa route. Arthur les remercie pour leur aide et continue de courir à toute vitesse quand soudain, ils sont pris en embuscade par un mage qui les attaque avec sa magie du vent. Arthur décide de pousser sa mère en sécurité tandis qu'il encaisse la majorité des dégâts, ceux qui le propulsent en l'air et le fait tomber par-dessus une falaise. Il décide qu'il ne mourra pas seul et lance son couteau attaché à une corde vers son attaquant, l'entraînant avec lui dans la chute. Durde et Angela essaient immédiatement d'utiliser leur magie pour sauver le jeune Arthur, tandis que sa mère hurle son nom les larmes aux yeux, mais durant tout ce temps, Arthur se sent en paix, comme s'il avait accompli quelque chose. Il se demande si c'est cela, le bonheur, lorsqu'il sent soudain les larmes lui monter aux yeux en réalisant qu'il allait devenir grand frère, mais que cette vie vient de lui être arrachée.